Elle a dit, en fin de compte, chaque terre va faire pousser des herbes, va faire pousser des choses selon sa naturelle. C'est-à-dire, si maintenant nous avons de l'herbe qui va ressembler, il va avoir le goût des pâturages. Comme ça, moi j'étais une fois en montagne et au final, et c'est pour ça que des fois vous avez des fromages qui s'appellent de qualité contrôlée. C'est quoi de qualité contrôlée? C'est que les animaux, donc les vaches, elles ont pétri, elles ont mangé de l'herbe à une certaine altitude, elles ont été élevées à une certaine altitude. Pourquoi? Parce que le lait ne va pas être le même, la chose ne va pas être le même, le fromage, lorsqu'il va être travaillé, les meules de fromage, lorsqu'ils vont être travaillés à une certaine altitude, ils ne vont pas être le même. Et c'est pour ça que par exemple dans les qualités des gros fromages, nous on ne les connaît pas dans le kasher parce qu'il n'y en a pas, mais dans les grandes qualités de fromage, non mais c'est... Pourquoi? Parce que c'est très très compliqué. Vous avez d'abord, ils les font tremper dans la saumure, et en plus, chaque grande meule, elle doit rester 6 mois à fermenter. Vous imaginez si vous deviez payer un mashgiach de cacheroute pendant 6 mois qu'il aille habiter en montagne, c'est-à-dire le prix d'une meule avec du lait normal va vous faire le quadruple de prix. C'est pour ça que le vin, il est cher. Il est cher. En tout cas, il a un certain prix, le vin cacher, de la même manière la viande. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on paye une main-d'œuvre beaucoup plus, pas qualifiée, mais en tout cas beaucoup plus chère, qui est tout simplement des jeunes gens qui arrivent, etc. Okay? Parce que par exemple pour le vin, tout doit être fait du début jusqu'à la fin, pour un vin de méradrine, tout doit être fait du début jusqu'à la fin par un juif. Okay? Donc automatiquement, le prix ne va pas être le même. Okay? Donc autant que les fromages ne seront appelés des fromages de certaines qualités que s'ils ont été contrôlés à une certaine altitude. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi on a besoin d'avoir une altitude pour les fromages? Pourquoi on a besoin d'avoir un endroit pour les fromages? Pourquoi on a besoin d'avoir une atmosphère pour les fromages? Pourquoi on a besoin? Parce qu'en fin de compte, tout provient de tout. Tout, l'atmosphère, tout amène tout. De la même manière, là-bas dans la Gemara, il disait que telle olive ou telle figue, eh ben on la ressent, ça dépend de quel endroit d'Eretz Israël elle vient. Si c'est une figue de tel endroit d'Eretz Israël, elle a un goût comme ça. Si c'est une figue qui vient d'un autre endroit, elle a un goût comme ça. De la même manière, et je vais terminer sur ça, si Dieu veut, j'ai eu un petit problème avec les copines, mais c'est pas grave. De la même manière, il y a marqué dans la Gemara que lorsque les Meraglim, ils sont venus chercher, ils sont rentrés en Eretz Israël, et ils sont revenus, ils ont parlé de Eretz Israël, ils ont dit il y a des terres qui donnent des naissances à des grandes personnes de grande taille ou à des géants. C'est-à-dire qu'au final, tout le monde prend de l'atmosphère du pays, de l'endroit du pays, de la pollution du pays, de la culture du pays, etc., etc. Donc c'est pour amener à ce qu'on avait dit la semaine dernière, que nous sommes tous des Ashkénazes. Pourquoi nous sommes tous des Ashkénazes? Ah, pourtant je suis Sfarad. Comment ça c'est que tu peux me dire sur moi que je suis un Ashkénaze? Parce que tout dépend dans quel pays que tu habites. Si tu habites dans un pays où les prix Nobel de sciences, ils sont en profusion parce que là-bas la science est devenue l'essentiel, de la même manière dans ta culture à toi, la science va être l'essentiel. Ok? Et de la même manière, un autre halakha que le Rav Ovadia Yosef il a sorti, alors que le Rav Ovadia Yosef était un des grands partisans de la halakha sfaradite, pour les sfarades, qu'est-ce qu'il a dit comme halakha? Qu'en Eretz Israël, que c'est un pays, alors, en tout cas que tout Eretz Israël avait reçu sur eux les halachot du Rav Yosef Karo, du Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Donc c'est pour cela qu'en Eretz Israël, le Rav de l'endroit à la base était un Rav Sfarad. Mais dans les pays Ashkénazes, que lorsque les Juifs Sfarad sont arrivés dans les pays Ashkénazes, comme la France, l'Allemagne et tout, etc., les halachot qu'ils avaient eu l'habitude d'être utilisés ont été des halachot Ashkénazes. Donc c'est-à-dire que les Sfarad, lorsqu'ils sont arrivés dans les pays Ashkénazes, eh ben, ils ont été obligés d'être soumis au minhag de l'endroit. Au minhagim de l'endroit, concernant la cacheroute, concernant plein de domaines. Et donc dans plein de cas de la cacheroute, eh bien, on fait comme, même les Sfarad, ils font comme les Ashkénazes. Ah, là, vous allez dire que c'est interdit. Ah, on est Sfarad, ça va être interdit. Ça n'a rien à voir avec interdit ou pas. Ça a à voir avec l'endroit où tu es. Si tu es dans un endroit où c'est une culture Sfarad, alors tu deviens que Sfarad. Si c'est un endroit où c'est une culture Ashkénaze, tu deviens Ashkénaze. Et donc, automatiquement, puisque nous sommes tous dans un endroit Ashkénaze, où l'atmosphère et la culture de ces pays Ashkénazes, c'est la science, donc automatiquement, on avait dit qu'on est tous des Ashkénazes. Ça, c'était pour renforcer ce qu'on avait dit la semaine dernière. On continue maintenant. Nous avons vu la semaine dernière que la source de la Chassidoute, elle a commencé d'abord avec 3 Baal Shem, et nous avons eu le 4e Baal Shem.
Alors, le 3 Baal Shem, c'est Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Yoel Baal Shem, Rabbi Adam Baal Shem. Alors, ceux-là, c'est ceux qui ont réussi à, petit à petit, on a agrossi la Kabbale. C'est quoi on a agrossi la Kabbale? Et ça, on va le voir tout à l'heure dans plein de sujets. C'est quoi on a agrossi la Kabbale? Des enseignements qu'à la base, ils étaient inaccessibles. Et bien petit à petit, on les a rendus accessibles. Ça s'appelle démocratiser certaines choses. Je vous donne un exemple, c'est ce qu'on avait fait avant la blague. Avant, quand les premières Mercedes avec airbag, ils étaient sortis, et bien tellement, de toute façon c'est comme ça dans toutes les technologies, tellement la technologie elle était innovante, elle était nouvelle, etc. C'était seulement les riches qui pouvaient aller se prendre. Alors quand tu avais une Mercedes avec un airbag, t'étais riche. Alors 2 airbags, t'étais le roi du pétrole. Maintenant, après petit à petit, la technologie, elle a été copiée, elle a été travaillée, elle a été réutilisée. Elle s'est démocratisée. C'est quoi le pchat qu'elle s'est démocratisée? Qu'est-ce qui se démocratise dans une technologie? Qu'est-ce qui se démocratise dans une technologie? Ça devient accessible. Ça veut dire quoi que ça devient accessible? Il y en a partout. Le début d'une technologie, la première logique d'une technologie, c'est une innovation, on est d'accord ou pas? À la base de l'innovation, pas tout le monde la comprend. Pas tout le monde comprend la logique, comment elle marche. Pas tout le monde comprend l'ADN de cette innovation. Pour les marchés financiers, pourquoi il y a des écoles entières pour les marchés financiers? Parce que c'est des théories très compliquées. Alors après, plus la théorie, elle a de l'âge, plus n'importe quelle banque, elle peut la dupliquer. Qu'est-ce qu'ils font les traders? Pourquoi à chaque fois ils inventent des nouveaux produits? Parce qu'ils sont premium sur ces nouveaux produits, ils sont tout nouveaux sur ces nouveaux produits, ils peuvent prendre des parts de marché pendant certains moments. Jusqu'à que ces nouveaux produits, n'importe qui a assimilé la logique, et à ce moment-là, ils peuvent les dupliquer à grande échelle. On est d'accord avec ce principe-là? On est d'accord avec ce principe-là? Donc, c'est comme ça pour toutes les innovations. Donc, au début, le airbag, pas tout le monde savait copier leur airbag, pas tout le monde connaissait la technique du airbag, pas tout le monde savait bien travailler leur airbag. À l'époque, il n'y avait que ceux qui avaient des grands moyens, comme Mercedes, qui ont pu créer leur airbag. Et à ce moment-là, ils ont gardé bien secret le dossier. Personne ne pouvait copier. Après, il y a eu des copiages, après, il y a eu des essais, après, il y a eu des choses. À ce moment-là, tout le monde a copié. Une fois que tout le monde a copié, ça s'est diffusé. Comment les gens ils ont réussi à copier? Pourquoi ça a mis plein d'années à copier? Parce que jusqu'à qu'ils comprennent bien la logique. Après, quand ils ont innové, il y a encore une autre chose. Jusqu'à que les autres récupèrent le train. Pourquoi vous croyez qu'il y a tellement d'argent qui est investi dans la recherche et développement dans tous les business du monde? Parce qu'en vérité, ça c'est le seul point d'avance, le seul cran d'avance qu'on a. Pendant que, au début, cette innovation elle est très très élevée, et petit à petit elle se démocratise. Eh bien, on peut dire que c'est à peu près la même chose qui s'est passée avec Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms. Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms était un très 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 grand sadique, un très très grand sage. C'est le premier qui a réussi à faire entrer l'étude de la Kabbale, les principes de la Kabbale, à l'intérieur d'une vie normale de juif, le matin quand on se lève, quand on va prier, le matin quand on va au mikvé, quand on va faire la tfila, quand on va étudier, quand on va se comporter avec un autre juif, etc. etc. C'est le premier qui a réussi à prendre ces principes de Kabbale et les rendre dans une... Mais à l'époque, c'était très très élevé, c'était pas accessible à tout le monde, donc on ne pouvait réussir à trouver de cela que certaines bribes. Petit à petit, son enseignement, il a été pris par son successeur Rabbi Yoel Baal Shem. L'enseignement, il a été pris par son successeur Rabbi Adam Baal Shem. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit la semaine dernière. On a eu Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, on a vraiment une vraie démocratisation. Alors au début, Rabbi Israël Baal Shem Tov, lui, il continue le travail des autres. Alors parmi le travail des autres qu'on avait dit qu'il envoyait des shluchim, il envoyait des émissaires pour élever le niveau de tout le pays Israël. Ça c'était Rabbi Israël Baal Shem Tov tout au début, jusqu'à un certain âge. Il a reçu de son maître Achia Shiloni, on en avait parlé la semaine dernière, qu'il il a l'obligation maintenant de se révéler au monde. Maintenant, pour se révéler au monde, qu'est-ce que tu vas annoncer au monde? Qu'est-ce que tu vas annoncer au monde? Et c'est sur cela que on se rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est sur cela
C'est sur ça que la semaine dernière, on avait travaillé les 3 grands piliers de la chassidoute. Les grands principes de la Kabbale, tels qu'il les avait démocratisés, il avait dit voilà, c'est simple. La Kabbale, c'est l'intimité de Dieu. Là maintenant commence le shiur d'aujourd'hui. La Kabbale, c'est l'intimité de Dieu. Donc on avait dit, c'est quoi l'intimité? C'est voir ce qui se passe derrière le décor. On est d'accord? À l'époque où le Baal Shem Tov est arrivé, et comme aujourd'hui on est encore en Inde, et je pense que c'est une réalité de la race humaine, c'est qu'il y a toujours un besoin de pouvoir. Le pouvoir, quand on l'a sur les animaux, c'est pas vraiment un pouvoir. Le grand pouvoir, c'est quand? C'est lorsqu'on peut driver, c'est lorsqu'on peut manipuler des hommes. C'est lorsqu'on a une supériorité avec les hommes. Quelle était la chose la plus classique à l'époque du Baal Shem Tov dans la société humaine? C'est les castes. Dans les pays tsaristes, de la même manière au Moyen-Âge, sous l'empire de tous les rois, donc je vous rappelle que la monarchie elle s'est arrêtée il y a combien de temps? Il y a 250 ans, 300 ans en France. Okay? Donc on avait, mais pendant des centaines, voire peut-être un millier d'années, qu'est-ce qu'on avait en France? La monarchie. On avait des ducs, on avait des seigneurs, on avait des serfs, que eux ils devaient servir les seigneurs, etc., etc. On avait ce qu'on appelle les castes. Vous allez encore en Inde, il y a beaucoup ce principe-là de caste. En Russie, il y avait ce principe-là de caste. Lorsque maintenant vous avez une caste, ça veut dire quoi? Le principe même d'une caste, c'est qu'il y a des surhommes et il y a une sous-race d'hommes. Ceux qui ont le pouvoir et le capital, ceux qui ont des terres, ceux qui ont une signature du roi, ils sont des surhommes. Ils peuvent domestiquer, ils peuvent mettre leur pouvoir sur des autres hommes qui, en fin de compte, on est tous la même race. On est tous les mêmes choses, on est tous des hommes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'atmosphère du pays imprègne et influence tout le monde, que ce soit les juifs, même les rabbinim. Qu'est-ce qui se passait à l'époque du Baal Shem Tov? Il se passait que même chez les Bnei Israël, il y avait une histoire de caste. C'était quoi la caste qu'il y avait chez les Bnei Israël? Il y avait les juifs religieux et les juifs qui étaient des sous-races de juifs, des sous-juifs, les juifs non religieux. Ou pas Talmid Chacham. Il y avait les juifs Talmid Chacham Mechila, pas religieux. Il y avait les juifs très Talmid Chacham, très connaissants, qui connaissaient bien la Torah. Alors eux, c'était la sur-race des juifs. Il y avait les sous-races des juifs qui étaient les ignorants. À tel point que c'est écrit dans les écrits de l'époque qu'il y avait les synagogues des Talmidei Chachamim et il y avait les synagogues des gens des Haaretz. Et les gens ne se mariaient pas ensemble, les gens ne se côtoyaient pas. Non, celui-là, il était... Mais dans le fond, le Emet, dans l'intimité, quand tu enlèves le décor, au final, tous les bénis d'Israël, on est les enfants de Dieu. Quelle était l'innovation à l'époque, mais qui était lui-même un chidouche, qui était lui-même une extraordinaire avancée? Quel a été le premier point du pilier de la chassidoute? Que je vous rappelle, le pilier de la chassidoute et la Kabbale, c'est regarder le émet de chaque chose comme on va l'étudier. Regardez le émet, regardez l'envers du décor, regardez l'intimité. Par rapport à l'atmosphère de l'époque, est-ce qu'il y a une différence entre un juif et un autre? Avant, oui. Il y a le Baal Shem Tov, mais ce n'est pas le émet. Ce n'est pas le émet. Dans le Emet, tous les Bnei Israël, on est les mêmes. L'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun est la même chez tout le monde. Et comme j'ai l'habitude de dire, quelle est la différence entre les juifs religieux, en tout cas les juifs qui connaissent la Torah, qui sont pratiquants et religieux, et les juifs non pratiquants? Vous savez, elle est où la différence? On est dans les données. On a plus de données que d'autres. C'est la seule différence. C'est la seule différence. On a tous les mêmes ordinateurs.
On a tous les mêmes propriétés. La seule différence, c'est qu'il y en a un que de par son éducation, il a eu un maximum de données. L'autre, il a eu encore de données. Et l'autre, il n'en a pas eu du tout. Mais sinon, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Non, c'est la quantité de données que tu as eu. À partir du moment où, et ça c'est le Hémet, c'est-à-dire qu'on est tous des frères, qu'on est tous, bien évidemment, chacun il va avoir son style, mais on est tous la même chose. Ça a été le premier point que le Baal Shem Tov a mis dans les fondements. Mais ce premier point en vérité, est-ce qu'il veut dire beaucoup? Ce premier point, ce pilier, veut dire énormément. Parce que c'est la première fois, la toute première fois où on a cassé le dogme de l'époque. C'est la toute première fois où on a gratté le vernis. On a dit arrêtez, vous ne voyez pas que c'est qu'un décor. Vous rentrez derrière, la maison elle est normale. On vous a mis un décor, vous savez comme dans les films hollywoodiens, derrière c'est une maison normale, mais tout d'abord ils vous font, maintenant c'est numérique, ils vous font des décors somptueux. Mais quand vous rentrez en réalité, c'est pas vrai, il n'y a pas tout ça. Donc en réalité, vous ne voyez pas que tout ça c'est faux. Tout ça, c'est juste parce que dans l'atmosphère du monde, dans l'atmosphère du pays, il y a des castes. Donc chez nous aussi, on a commencé à rentrer des castes. Quelle a été la première fois, quel a été le premier événement qui a inversé la vapeur, qui a mis un pilier différent, qui a été la première Nekudat HaChassidut, le premier pilier fondamental de la Chassidut, c'est Ahavat Israël. Maintenant, la semaine dernière, vous avez un peu rigolé quand on vous a parlé de ces trois piliers-là, parce que vous avez dit Baruch Hashem, c'est ce qu'on voit dans les Betraval. Donc au final, en vérité, est-ce qu'il peut exister un chassid à qui il manque Ahavat Israël? Ça peut exister, bien évidemment. Malheureusement, tout existe. Mais il est à côté de la plaque. Il est à côté. Dès lors qu'un chassid y pense que moi je peux avoir une supériorité à un autre juif, parce que je connais plus de Torah, c'est bon, c'est fini. Tu es dans le domaine de la caste. Tu es dans le domaine de la supériorité. Il n'y a pas de supériorité. Il y a juste une quantité de données en plus que tu as. Et c'est pour cela que, bien évidemment, que dans le Chassidut, tous les Chassidim, ils doivent avoir dans leur thèse qu'ils ont une mission pour aider les autres. Pourquoi? Parce que de la même manière que dans une famille, on doit tous faire en sorte qu'on soit tous bien, de la même manière, comme ça dans le peuple juif. Deuxième pilier, la tfila. Quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre la tfila et l'étude de la Torah? Normalement, un des piliers du monde, un des piliers du peuple juif, c'est d'étudier la Torah. Le Talmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de la Torah est au même niveau que tout. Donc normalement, on aurait dit, le premier pilier, c'est l'étude de la Torah. Ça c'est évident, ça fait partie des 613 mitzvot. Le Baal Shem Tov ne va pas enlever une mitzvah, il va mettre juste un accent sur une autre. Pourquoi on va mettre un accent sur la tfila? Parce que là aussi, on a une différence fondamentale dans l'approche. Dans l'étude de la Torah, qui est l'acteur principal? C'est moi. Moi, et encore moi. C'est ça dans l'étude de la Torah. Oui ou non? Dans l'étude de la Torah, c'est quoi l'acteur principal? C'est moi, tout en moi. Pourquoi? Je dois savoir si moi j'ai bien compris. Je dois savoir si j'ai bien été Bechadesh, si j'ai bien expliqué, si j'ai bien fait. Et pire que cela, des fois vous avez des livres entiers de Gemara, pas des livres entiers, mais c'est-à-dire des pages entières de Gemara, et il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Mais pourquoi? On parle que de Dieu. Bien évidemment, on parle de la Torah, mais des fois on l'oublie. Et donc au final, comme une fois dans un cours que j'avais donné, il y a quelqu'un qui a dit « Mais c'est marrant, hein. Parler autant de Dieu, c'est la première fois que je vois ça. » Parce que dans la Chassidut, à chaque fois on parle de ça. Maintenant, pourquoi? Alors, bien évidemment, ça dépend des cours, mais pourquoi ça? Alors, pardon. Donc ça, c'est le problème de l'étude de la Torah. C'est pas qu'il y a un problème. C'est pour cela que, par exemple, le Tanya, le Admor Hazaken dans le Tanya, il va donner une solution au problème. Donc, quelqu'un qui va étudier beaucoup, il peut devenir orgueilleux. Pourquoi il peut devenir orgueilleux? Parce qu'il peut oublier sa place. Il a 100 élèves. C'est le meilleur de tous les élèves. C'est l'acteur principal puisqu'on est dans une yeshiva.
il peut tirer de l'orgueil. Dans la tfila, qui est l'acteur principal? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la tfila tout le temps? Même pour demander de l'intelligence, tu dis c'est toi qui donnes l'intelligence. S'il te plaît, donne-nous de l'intelligence. Merci toi, Hachem qui donne l'intelligence. Et moi, je croyais que j'étais intelligent tout seul. Moi, je croyais que j'étais chacham, j'étais khfif. Ah non, c'est toi Dieu. Ah, l'acteur principal, c'est Dieu. Refaïno Hachem. Moi, je suis en bonne santé. Non, c'est Dieu qui donne. La parnassa, mais je suis chacham, moi. Je suis khfif. C'est moi qui force, qui donne la parnassa. Non. C'est toi, Hachem, qui donne la parnassa. Et ainsi de suite dans toutes les brachot. Pourquoi ça? Parce qu'en vérité, si tu vas être versé que dans la Torah et tu vas faire que ton activité principale, c'est la Torah. De toute façon, l'activité principale doit être la Torah. Mais que tu oublies le fond de la Torah. Le fond de la Torah, c'est de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc si tu oublies le fond, tu as un problème. Et c'est pour ça qu'un des autres piliers, le deuxième pilier de la chassidut, c'est quoi? Il faut que tu te rappelles constamment de l'essentiel du Emet. C'est quoi le Emet? On est là pour servir Dieu. Même à l'intérieur de l'étude de la Torah, tu es là pour servir Dieu. Et c'est pour cela que l'Admor Azaken, il dit que lorsqu'on étudie la Torah beaucoup d'heures, on s'arrête toutes les heures. Et qu'est-ce qu'on fait pendant toutes les heures? On s'arrête. On s'arrête de l'étude. Et on dit, là, je suis en train d'étudier la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Moshe Rabbeinu à Sinaï. Donc je suis en train de... Pourquoi? Parce que des fois, on peut s'oublier. On peut s'oublier. Si maintenant j'aime les mathématiques, à un moment, j'oublie que je fais du travail de l'école. Je kiffe. Donc tu oublies complètement ta mission. Clair? Troisième pilier. La simcha. Est-ce qu'il est possible de servir Dieu Behemet sans la simcha? Si tu sers Dieu, tu sers Dieu, pas dans la simcha. Tu as perdu la connexion. Il manque quelque chose. Il te manque l'essentiel. Mais alors, je ne comprends pas. C'est comme si maintenant ton père, il te demande quelque chose. Je vous donne un exemple. Imagine maintenant Dieu préserve quelqu'un, il a perdu son papa. Son papa, maintenant, on lui donne la possibilité de revoir son papa après 20 ans, 30 ans. Il va être Bessimcha ou va pas être Bessimcha? Il va être Bessimcha. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi nous, quand on voit notre papa, on n'est pas tellement Bessimcha? Parce qu'on le voit tous les jours. Mais lui, maintenant qu'il a le manque, il va se rappeler que vraiment ça donne quoi? Il va avoir la simcha. Donc au final, quelqu'un qui sert Dieu sans simcha, c'est quoi? C'est qu'au final, c'est bon, c'est la même chose. Ça va, tous les jours je fais la tefila. Ça va, tous les jours je vois tous les jours je vais à la synagogue. Ça va, tous les jours je vais les tefilines. Et donc on oublie petit à petit de les mettre de chaque chose. Et c'est pour cela que la simcha fait partie, est le troisième pilier de la chassidut. Comme dans chaque début, les piliers sont toujours grossiers, très gros. On peut les voir de loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le niveau de comprendre les détails. Mais en tout cas, on va y arriver justement. Nous, on va parler après du chidouche de la chassidut. Ok? Donc ça, c'est les trois grands piliers de la chassidut. Clair? C'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair? Ok? Donc qu'est-ce qu'a provoqué le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov? Eh bien, il a pris le Emet, donc le Emet de la Kabbale, et il a dit, regardez, capitalisant, n'a pas voulu donner, le Baal Shem Tov n'a pas voulu donner maintenant l'explication de la profondeur de Israël, l'explication de la profondeur de la Tfila, l'explication de la profondeur et de la raison d'être de la Simcha. Pourquoi? On n'avait pas encore l'équilibre, on n'avait pas encore les moyens de comprendre, on n'avait pas encore toute l'explication de comprendre. Qu'est-ce qu'il nous fallait? On avait l'âge 0, on avait l'âge 1 an en termes de connexion avec la Kabbale. 1 an. De la manière que le nouveau professeur, le tout nouveau qui vient de sortir, qui vient d'avoir son diplôme, il a pris la théorie. Mais dans le concret, il a quel âge? Il a 5 minutes, c'est son premier cours.
Il a 1 heure, c'est son premier cours. Et il a 1 an. Tu ne peux pas comparer avec l'expérience d'un professeur qui a réussi toute sa vie à bien enseigner. Donc comment je fais pour avancer? On va te donner des points très très clairs qu'il faut regarder. Quand j'ai été surveillant, je ne connaissais pas ce que veut dire quoi être surveillant. Je ne savais pas, je n'avais pas été formé. Et mon responsable, à l'époque, alors il y a certaines choses qu'il nous avait appris, il y a certaines choses qu'on a observées, que j'ai observées. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il tenait toute une école dans le calme, toujours la voix très calme, et tout le monde avait peur de lui. Un de ses plus grands principes qu'il faisait, vous savez c'est quoi? Le suivi. Moi je croyais qu'il fallait la force brute. Ah, attends, tu regardes, tu t'énerves avec lui. Le suivi. Il donnait une punition. Le lendemain, il revenait, il tapait à la porte de la classe. Joven, tu peux amener la punition? Non? Viens, appelez ses parents. Lorsque maintenant tu dis demain à 8h la punition, mais demain à 8h t'es pas là. C'est bon, c'est balagan. Lorsque tu dis demain à 8h t'es là, et demain à 8h t'es là, là c'est autre chose. Mais ça, moi je l'ai appris. Jusqu'à aujourd'hui, je vois la profondeur. Jusqu'à aujourd'hui, je vois la profondeur et j'essaye de l'appliquer. Et dans plein d'autres domaines, pourtant, à l'époque, je faisais comme un singe, du mimétisme, comme les enfants y font. On ne fait que copier, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la chorma de pouvoir aller plus loin dans la logique. Donc qu'est-ce qu'on te donne? On va te donner que des grands titres, que des grands slogans. Mais à l'intérieur de ces slogans-là, il va y avoir toute une profondeur. Mais pour l'instant, tu n'as pas la capacité de comprendre. Donc on ne te donne que les slogans. Est-ce que c'est clair ce principe-là? Ok? Ça a été le travail du Baal Shem Tov et du Maguid. Exactement. Et du Maguid de Mezrich. Rabbi Dover de Mezrich. Le successeur du Baal Shem Tov. Au début lui-même, il n'était pas un chassid du Rabbi du Baal Shem Tov, et après, pour une longue histoire, il est devenu un chassid du Baal Shem Tov. C'était un grand Talmid Chacham, un Gaon. On disait sur lui qu'il n'a pas laissé, avant de mourir, il n'a pas laissé un livre qui était sous sa main, qu'il n'avait pas révisé 101 fois. Un Gaon à Gaonim. Mais, quel a été son job à lui? C'est de consolider les 3 grands piliers. Donc ils ont démarré, bien évidemment, avec le Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Adam Baal Shem, Rabbi Yoel Baal Shem, mais qui n'avait pas été encore bien formulé. Le slogan n'avait pas été sorti. Il y a des fois où on a pensé à une idée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est seulement à la fin qu'on a trouvé le mot qui reflète l'idée. Ça, c'est ce qui s'est passé. Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Adam Baal Shem, Rabbi Yoel Baal Shem, et après le Baal Shem Tov, il a reconcentré le tous, Ve'im Idam, Alacha. Et il les a fait tenir sur 3 piliers. Clair? Mais tout ça, c'est la chassidout klalit. Par contre, j'ai fait une erreur de ne pas travailler ce principe-là, mais vous allez m'excuser, on le retravaillera après. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chassidout klalit. Combien de chassidouyot vous connaissez? Allez, les grands classiques, tout le monde connaît. Chabad, Gour, Breslav, vous avez déjà entendu parler? C'est des chassidim. Ils sont sympathiques ceux-là, hein? Vizhnitz, Bialé. La semaine dernière, on a eu quelqu'un qui était là, je ne sais pas c'était qui, mais... Alors, un Bobé. Hein? Mais pas Michelin, oui. Erloy. Ah, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Et Todot Aaron. Il y en a plein. Il faudra savoir une règle. Toutes les chassidoutes qui existent sur Terre proviennent, tirent leurs ancêtres dans le Baal Shem Tov, dans l'enseignement du Baal Shem Tov, Maguid de Mezrich. Rares sont ceux qui sont partis directement du Baal Shem Tov. La quasi-totalité, si je ne me trompe pas, je crois que les Breslev tiennent qu'eux, ils n'ont pas fait Baal Shem Tov, Maguid de Mezrich, et après ils se sont séparés. Eux, ils se sont séparés à partir du Baal Shem Tov. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui a un nom de chassid sur lui provient de la chassidoute. La seule entité qui s'appelle chassidoute, c'est ceux qui suivent les enseignements du Baal Shem Tov. Quelle est la différence là?
Pourquoi il y a une différence? Ben, on va le voir tout de suite avec l'histoire de Chabad. Ok? Mais c'est ce que je vais dire. Pourquoi une différence? Le Admorazaken, comme on va le voir bientôt, le Admorazaken, il est arrivé avec une tête différente. Déjà, lui, le Admorazaken, quand il est arrivé sur le Baal Shem Tov, il avait à peu près 18 ans, 19 ans. C'est des mouvances, non? Comment? C'est des mouvances. Non, parce qu'il y a une grande différence dans le fond. En fin de compte, pas dans le fond sur les trois piliers. Hein. Sur les trois piliers, personne ne peut remettre en cause les trois piliers. Mais après, il y a eu un style différent qui est propre à Chabad, à la Chassidut Chabad. Et c'est ça, c'est ça le but de ce shiur-là, c'est de comprendre c'est quoi Chabad. C'est ça le but de ce shiur. Abat Israël, c'est pas ça. De Ils quoi? n'ont pas compris alors. Alors, bon, après. Alors, sans être nullement chauvin, bien que vous croyez qu'on va l'être, il y a eu plusieurs grands admourim qui ont attesté sur le Rabbi Lubavitch, sur Chabad, que les Chabad sont les seuls à continuer le vrai enseignement du Baal Shem Tov. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Puisque je vous donne un exemple, alors bien évidemment, ces 20 dernières années, il y a Breslav qui a vraiment, Baruch Hashem, a beaucoup travaillé, s'est beaucoup diffusé, mais jusqu'à ces 20 dernières années, et là maintenant, Baruch Hashem, même les gens qui ne sont pas issus de la Chassidoute commencent aussi un peu à aller vers les autres juifs, etc., etc. Mais à la base, pendant toutes ces centaines d'années, les seuls qui ont avancé un vrai Ahavat Israël, les seuls qui ont avancé un travail de simcha, les seuls qui ont avancé comme ça, en tout cas de manière industrielle. Parce qu'évidemment, chaque juif, même s'il n'est pas chassid, il y a Baruch Hashem, il y en a plein qui servent Dieu à Kadosh Baruch Hu besimcha. Ça, c'est même pas une question. On ne peut pas, Dieu préserve, prendre l'exclusivité. Mais je parle de manière industrielle. C'est quoi de manière industrielle? Que c'est dépilé, quoi. Si tu n'es pas besimcha, on vient, bouge-toi, quoi. Ici, c'est fait de manière industrielle. Alors maintenant, et je vous donne encore un autre exemple, un exemple qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais une autre fois, c'est qu'une des grandes règles du Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov s'est voulu en tant que précurseur de la venue du Mashiach. Il est arrivé dans le Echal du Mashiach, il est monté une fois à l'antre du roi Mashiach, il lui a demandé Matai Kaati Mar, comme le langage de la Gemara, quand est-ce que le maître va se révéler? Quand est-ce que Mashiach va venir? Qu'est-ce qu'il a répondu Mashiach? Il lui a répondu lorsque tes sources à toi vont se répandre partout. À partir de là, le Baal Shem Tov a pris sur lui qu'il faut que les notions de Kabbalah, les trois grands piliers de la Chassidoute, les notions de Chassidoute se diffusent partout. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il en a fait des slogans très simples. Parce que s'il en avait fait à l'époque des slogans très compliqués, personne ne pourrait adhérer. Simcha, c'est facile à adhérer, en tout cas dans le principe. Ahavat Israël, c'est facile à adhérer. La Tfila, c'est facile à adhérer. En tout cas, ça c'était le leitmotiv du Baal Shem Tov. Le Maggid de Mezrich l'a repris, de diffuser. C'est pour ça aussi qu'on a envoyé des shluchim. C'est pour diffuser l'enseignement de la Chassidoute. Cependant, on a vu qu'après, ça s'est plus ghettoisé. Les chassidim de Satmar, les rabbis de Satmar, ils ont gardé leurs chassidim sous eux. On ne se mêle pas aux autres. Les chassidim de Gour, on ne se mêle pas aux autres. Les chassidim d'un tel, on ne se mêle pas aux autres. Et donc, quelque part, c'est un peu dénaturisé l'enseignement du Baal Shem Tov. Évidemment, tous les juifs qui sont issus de Russie, etc., ils ont évidemment subi beaucoup de pogroms, beaucoup de moments qui ont été très difficiles à subir et qui ont cassé le moral et qui ont cassé l'envie. Okay? Comme on va le voir plus tard, qu'à l'époque où le Baal Shem Tov est arrivé, c'était une époque où on venait de sortir de Shabbatai Tzvi. C'était qui Shabbatai Tzvi? C'est qu'il a fait une grande catastrophe, les gens ils avaient que des pogroms, les gens ils avaient que des problèmes. Il est arrivé, il a dit je suis Mashiach. Et par sa supercherie, il a réussi à faire croire à beaucoup de Bnei Israël qu'ils étaient Mashiach. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti à l'islam. Il a cassé le moral. C'est en plus déjà on est mal, en plus tu me fais croire, et au final tu te joues de moi. Donc tous les Bnei Israël ils étaient vraiment très très mal. Donc on peut comprendre qu'il y a eu ce genre de en plus il ne faut pas oublier, quand même il faut le dire, à la base c'est des Ashkenazes, donc disons que la Simcha elle n'est pas très facile peut-être. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. En tout cas.
Maintenant, tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi le Chabad, ça a été un peu différent. Parce qu'en vérité, il faut savoir qu'à l'époque du Baal Shem Tov et à l'époque du Maggid de Mezrich, les élèves qui avaient accès au Maggid de Mezrich, au Baal Shem Tov, c'était tous des tzadikim. C'est comme dans tout démarrage, les seuls qui peuvent comprendre, c'est aussi qu'une élite. Après, on démocratise. Qui peut prendre le airbag au début? C'est que ceux qui ont les moyens d'acheter Mercedes. Après, ça s'est démocratisé. Au début, seulement les élitistes, les élites, ils peuvent. Et donc, à l'époque du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, il y avait de très très grandes élites. Parmi les grands élèves du Maggid de Mezrich et du Baal Shem Tov, il y avait des tzadikim qui voyaient d'un endroit avec leurs yeux, d'un endroit à l'autre de la terre. Il y avait des tzadikim qui faisaient des miracles. Ils faisaient des miracles. Pourquoi? Parce que c'était très grands tzadikim. Mais peut-être on peut expliquer de la manière suivante. Ces tzadikim-là, ils avaient un passif avant d'arriver chez le Baal Shem Tov. Ils avaient un passif avant d'arriver chez le Maggid de Mezrich. Toute personne qui arrive avec un verre rempli, il a peut-être un peu du mal à le vider complètement, à le remplir à travers le nouvel enseignement. L'avantage du Admor Hazaken, c'est quand il est arrivé, il était très long. Évidemment, c'était un grand tzaddik, mais il était extrêmement jeune, il avait 18 ans. À 18 ans, malgré combien c'était un gaon, à 18 ans, tu as encore toute la vie devant toi. C'est pas la même quand tu es été chez un maître jusqu'à tes 30 ans et après tu arrives à un deuxième maître, en tout cas tu as l'enseignement du premier grand maître, alors que lorsque tu arrives à 18 ans, tu as l'enseignement de personne. Et donc peut-être, on peut dire c'est un peu pour cela que le Admor Hazaken, il a réussi peut-être à innover, à prendre quelque chose de plus particulier, en tout cas à faire hériter à l'intérieur de ses enseignements la continuité directe du Baal Shem Tov. Ça c'est un. Et à part ça, il y a marqué que les élèves eux-mêmes du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich, disaient que tout le monde, on a tous mangé des parois de la casserole ou de la marmite du Maggid de Mezrich, et le seul qui a mangé du vrai repas du Maggid de Mezrich, c'est l'Admor Hazaken. Peut-être, moi j'en suis sûr que c'est lié aussi avec la jeunesse du Admor Hazaken. À part la Géonout, à part la grandeur, mais ils étaient tous des grands tzadikim, évidemment. Mais peut-être que le fait que le Baal Shem Tov, le Admor Hazaken lui-même, il était très jeune, donc automatiquement il est arrivé avec un œil neuf. Clair? Ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, ça a été Rabbi Israël Baal Shem Tov, ça a été le Maggid de Mezrich, ça a été les trois grands piliers de la Chassidoute. Très bien. Ce qu'on vient d'étudier maintenant, c'est que du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich sont sortis toutes les Chassidouyot. Satmar, Gur, Bobov, Bialé, Permishlan, Todot Aaron, Vizhnitz, Karlin, qui vous voulez. Mais pourtant, là, on est dans un Bet Chabad. Le Chabad n'est qu'une des branches de toute l'exposition de la Chassidoute. Et pourtant, on voit que Chabad a quand même une certaine particularité, un certain style. D'où provient le style de Chabad? Quel est profondément le style de Chabad et qu'est-ce qui a amené? On avait posé aussi dans la question, ça veut dire quoi Chabad? Chochma, Binadat, ça veut dire quoi ça? Pourquoi on a appelé une étude, une chassidoute, Chochma, Bina et Dat? Et pourquoi tout cela? Ok? Pardon. On arrive. Là, on arrive. Là, on arrive à la dynastie des Rabbi Chabad. Pour l'instant, on ne va pas parler sur tous les Rabbi Chabad. Pour l'instant, on va juste parler sur le Admor Hazaken. Rabbi Shneur Zalman est le fondateur de la Chassidoute Chabad. Donc, disons que ça a été le premier Rabbi Chabad. Lui, il est l'auteur de deux grands livres qui sont connus, mais pour l'instant, ce qui est le plus important pour nous, dans notre sujet à nous, c'est l'auteur du Tanya. Le Tanya est le livre, et le Torah Shebirtav, et la Torah écrite, et le concentré, et les bases fondamentales de la philosophie, de la réflexion Chabad. Alors maintenant, le Admor Hazaken,
il est venu, il a innové dans ce principe-là. Après, on a eu son fils, le Rabbi Dovber, l'Admoraïm Tsaïka, a pris la suite, le Rabbi Menachem Mendel, c'était son petit-fils, le gendre de Rabbi Dovber. Après, on a eu lui, Rabbi Shmuel, qui était le fils du Tzemar Tzedek. Après, on a eu le Rabbi Racham, on a eu le Rabbi Yosef Yitzhak. Et après, ici, on a eu le Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi de Lubavitch. Donc, on a eu 7 rabbis qui se sont succédés à la tête du mouvement Chabad. C'est lequel l'Admorazaken? L'Admorazaken, c'est Rabbi Shneur Zalman. C'est le tout premier en haut à gauche. On voit bien? Ok? C'est Rabbi Shneur Zalman. Alors maintenant, Rabbi Shneur Zalman, il est venu, il a innové. Mais qu'est-ce qu'il a innové? Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il a innové? Il a innové le deuxième grand pilier de la Chassidoute, Chabad. C'est quoi? Nouveauté de la Chassidoute Chabad. Avat Israël on a, Tfila on a, Simcha on a, c'est énorme, c'est normal, c'est la norme. L'innovation de la Chassidoute Chabad, c'est quoi? Et c'est ça ce qu'on va étudier dans notre sujet. Connaître de manière intellectuelle les plus grands secrets de la Torah. En gros, si on voudrait dire que les grands secrets de la Torah se trouvent à Avat Israël, Tfila et Simcha, imaginons, alors qu'il y en a plein de secrets, imaginons maintenant que c'est ça les grands secrets de la Torah, et bien là on va venir, on va les décortiquer, on va prendre un PowerPoint, on va prendre une vraie théorie, on va prendre des théories mathématiques, on va prendre des vrais livres, on va écrire, et je peux après expliquer le théorème du airbag. Est-ce que quelqu'un sait comment un airbag ça marche? Est-ce que quelqu'un sait comment un téléphone ça marche? Est-ce que quelqu'un sait comment je sais pas moi, l'avion ça marche? On sait nous comment les ondes ça marche? L'onde ça marche? On sait comment un routeur Wi-Fi ça marche? Quelqu'un sait? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié. Question. Si maintenant on voudrait savoir, imaginez maintenant quelqu'un, il vient du Moyen-Âge, il regarde un avion, il dit quoi? Sorcellerie. Il dit sorcellerie. Il dit c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Un gars du Moyen-Âge voit un téléphone, il dit c'est quoi? Il dit c'est le Satan. Il dit quelque chose comme ça. Ou bien il prend le truc et il le casse. Ah, enlevez-moi ça, c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'il fait? Oui ou non? Nous on rigole. Mais au final, on est comme lui. C'est l'utiliser, non, c'est pas quelque chose. On est comme lui. Au final, on est des gens du Moyen-Âge. Oui ou non? Oui ou non? Très bien. Vous savez c'est quoi la différence entre lui, entre leur temps à eux et notre temps à nous? C'est que si j'ai envie d'avoir l'explication de comment ça marche, il y a des livres qui me l'expliquent. Bien sûr. Bien sûr, oui. Tu vas à l'université, tu as des pages et des pages et des pages, on dirait qu'ils vont t'expliquer comment les ondes ça marche. Mais de manière théorique. Pardon, pas de manière théorique, de manière intellectuelle, claire. Claire. C'est quoi une onde? Une onde, c'est une fréquence d'air qui va de telle et telle manière. C'est quoi le récepteur? Le récepteur, c'est quelque chose qui va traduire l'onde de cette manière, etc. Il va rien tout. Ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai, ça va peut-être te prendre 1 an pour tout lire. Mais une fois que tu as terminé de lire pendant 1 an et tu l'as étudié, après tu peux dire, c'est ça. C'est comme ça qu'un téléphone il marche? Oui. Après ton fils il va te demander, est-ce que tu peux m'expliquer comment l'avion il vole? Oui. Tu as étudié pendant 1 an? C'est ça mon fils. Il y a ça, il y a ça, il y a l'air, il y a le truc, etc. etc. Tu peux. L'air conditionné on l'utilise, on sait comment ça marche? Non. La seule différence qu'il y avait entre le Moyen-Âge, où la logique, elle existait aussi au Moyen-Âge. Les ondes, ils existaient au Moyen-Âge. Voler, l'air, ça existait au Moyen-Âge. Sauf qu'ils n'avaient pas la théorie. Quelle est la différence entre leur époque et mon époque? À l'époque, ils auraient pu aller dans toutes les universités du monde, personne n'aurait expliqué. Aujourd'hui, on peut expliquer. C'est quoi la Chassidoute? Chabad? C'est des livres entiers qui expliquent de manière intellectuelle la logique profonde de Avat Israël, la logique profonde de Tefila, la logique profonde de la Simcha, la logique profonde de la création du monde, la logique profonde de comment Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde,
La logique profonde de c'est quoi la Torah? La logique profonde de c'est quoi Avat Israël? La logique profonde de tout cela. Ça, c'est la Chassidut Chabad. Chabad, c'est les premières lettres de Chochma Bina Da'at. C'est quoi Chochma Bina Da'at? La compréhension par l'intellect. Dernière question. Quelqu'un qui a une peur bleue de l'avion, mais une peur bleue, ou verte, ou de toutes les couleurs que vous voulez. S'il vient et on lui explique sur un tableau comment ça marche, et au final on lui explique c'est encore plus sûr que de rouler en voiture, l'avion. S'il a vraiment compris, il prend l'avion ou il ne prend plus l'avion? S'il a vraiment compris, il prend. C'est quoi le but de la Chassidut Chabad? C'est quoi? C'est que tu as compris à tel point puissamment, de manière logique, de manière claire, à Avat Israël, c'est qu'à la fin tu vas aimer tout le monde. Sans faire d'effort. Tu vas être Besimcha, sans faire d'effort. Tu vas faire une belle fila, sans faire d'effort. Parce que tu as eu le livre qui est venu et qui t'a tout expliqué du début jusqu'à la fin, ce principe-là. Et ça, c'est l'innovation. Et ça, c'est l'innovation de la Chassidut Chabad. Clair, monsieur? Est-ce qu'on s'arrête là? On continue? On continue un peu? Un petit quart d'heure? Ok. Alors maintenant, des questions d'abord? C'est qui a écrit ce livre-là alors, pour expliquer? Qui? Ah, pour expliquer C'est avec la Noirzaken. C'est Le tout Poula la Noirzaken. Alors, les Torot du Baal Shem Tov, ce qu'on appelait à l'époque les Torot du Baal Shem Tov, les enseignements du Baal Shem Tov, et ben c'était tous dans le même style. Ils te donnaient que la théorie. Alors la théorie de la masse, il vient, il te dit la théorie de la masse, c'est E est égal, c'est ça, le Baal Shem Tov qui est arrivé. Et après aux autres, ils réfléchissaient pour comprendre. Ceux qui arrivaient, ils arrivaient, et ceux qui arrivaient à l'époque, les grands, ils arrivaient, les autres, ils arrivaient moins. Alors par contre les autres, tout le monde pouvait être dans la même communauté chassidique. Pourquoi? Parce que les fondements, ils étaient accessibles à tout le monde. Ok? Après, le Maggid de Mezrich, bien évidemment, il a encore mieux expliqué, jusqu'à l'arrivée du Baal Shem Tov, et du Admorazaken. Et là, le Admorazaken, il a commencé à expliquer. Mais, pour toi, que tu dois sûrement connaître ces histoires-là, jusqu'à l'époque où le Admorazaken, il est parti en prison à Pétersbourg, là, en prison pour Yutet Kislev, ben, le Admorazaken, il ne disait pas beaucoup. Il n'était pas large dans son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il avait peur quand même. C'est une responsabilité quand même d'expliquer comment Dieu se trouve dans le monde. C'est une responsabilité quand même d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui unit la Torah et les Bnei Israël. C'est une responsabilité quand même parce que tu donnes un diamant à un homme simple. Donc il était mi-figue, mi-raisin, il n'y allait pas tellement. Quand il est sorti à Yutet Kislev, la fête qu'on fait à Yutet Kislev, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les chassidim nous ont dit, il y avait un avant 19 Kislev et un après la sortie de prison. Un avant la prison, un après la prison. Après la prison, il a fait sauter les barrières, il a fait sauter les carcans, et il a dit c'est bon, j'arrête. Je vais enseigner la chassidut de manière encore plus claire, encore plus large. Et tous les chassidim savent qu'avant qu'il rentre en prison, il avait peur, donc il faisait tous les enseignements de chassidut très très concis. Et après, il était large. Jusqu'à que après son enfant, il est venu, son fils, le Admor Hansei, il a fait encore plus large. Le Tzemar Tzedek, il en a fait encore beaucoup plus de livres. Jusqu'à qu'on est arrivé à, disons pas l'apogée, mais à un style, jusqu'à qu'on va prendre le Rabbi Rachab, que c'était à l'époque où il avait créé la Yeshiva Tom Chetunu, la Yeshiva Lubavitch, en tout cas comme ça. Il avait repris tous les grands enseignements de base de la Chassidut Chabad. Par exemple pour Malchut, Malchut c'est une des 10 forces de l'âme. Un livre entier juste pour expliquer Malchut. Un livre entier juste pour expliquer Malchut. Emsher, Tavresh, Samertet. Un autre il va expliquer Date. L'autre il va expliquer ça. Tavresh, Samervav. C'est un autre Emsher pour expliquer encore. Donc au final, et c'est pour cela que par exemple les livres, par exemple la Chassidut Chabad, c'est la Chassidut qui a le plus de livres.
Parce que chaque rabbi de tous les rabbis qu'on a vus, chaque rabbi va y mettre son style. Le Tzemach Tzedek, par exemple, qui avait une approche très, encore peut-être, on va dire, un peu plus intellectuelle, un peu plus, puisqu'il a aussi écrit des livres, comme son grand-père, des livres de Halacha. Donc, par exemple, un des livres très connus du Tzemach Tzedek va être Derech Mitzvotecha. C'est quoi Derech Mitzvotecha? Il prend chaque mitzvah, la mitzvah du talit. Et il explique pourquoi le talit c'est large, pourquoi le talit c'est grand, pourquoi le talit c'est comme ci, pourquoi le talit c'est comme ça. Il va expliquer chaque mitzvah, sa profondeur. Et d'où il sait, lui? Alors, on en a parlé juste tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs principes. Il y a intellectuellement, parce qu'ils ont reçu les enseignements, et il y a aussi Sod Hashem Lireav. À Kadosh, nous, on considère que lorsque les rabbis donnaient de la chassidoute, c'est parce qu'ils voyaient exactement ce que la Kadosh Baruch Hu voulait. Ils avaient une telle annulation. Bon, de manière générale, c'est pour tous les tzadikim. Ils avaient une telle annulation. On raconte par exemple sur la Harizal, qui a été, disons, un grand réformateur dans la Kabbale, puisque tous les grands maîtres de la Kabbale savent qu'il y avait un avant le Harizal et un après le Harizal. Le Harizal, alors que tout le monde connaît le Harizal, à quel âge il est décédé, d'après vous? 38. 36? 38? 36, 38 ans. Ouais. Très jeune. Maintenant, tout le monde dans le monde de la Torah connaît le Harizal. Comment jusqu'à 38 ans tout le monde peut te connaître? Parce que tu as tellement réformé la Kabbale, tu l'as tellement rendu accessible, tu as tellement répondu à des problèmes que tout le monde avait, que ton nom il est gravé. Bien évidemment, il y a aussi une autre chose, parce que c'est son élève, alors Chaim Vital et ses élèves à lui, qui ont transmis l'enseignement. Mais comment à 38 ans tu peux avoir autant de puissance? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. Comme on raconte une fois le Harizal, il s'est venu, il s'est endormi pendant quelques instants, quelques minutes. Il se réveille, il était comme ça dans un chéo, et les élèves savaient que c'était qui le Harizal. Juste comme ça, si un jour ça vous dit, alors la vérité j'y avais pensé cette semaine mais j'ai pas encore eu le temps de le chercher, de lire ce que dans la Gdama, dans la préface du Rabbi Chaim Vital sur son maître, le Harizal, quelles sont les louanges que le Rabbi Chaim Vital il donne sur son maître. Il dit des choses extraordinaires. Il dit le Rabbi Chaim Vital, il dit le Harizal, notre maître, Shum Chochma Lo Razmine. Il n'y a aucune science qui lui était inconnue. Il connaissait la science de la Torah, il connaît la science des anges, il connaissait le langage des animaux, il connaissait le langage des anges, il connaissait le langage des arbres, il connaissait le langage des mondes, il connaissait le langage des célestes. Tout a été ouvert devant lui. Tout était devant lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne à notre tzadikim. Heureusement. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que nos tzadikim, ce sont nos phares. C'est quoi nos phares? Nous, ici, on est comme ça, on ne sait pas, nous. Tu nous dis Aleph, c'est Aleph, tu nous dis Bet, c'est Bet, tu nous dis Gimel, c'est Gimel. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, dans la Torah? On ne connaît rien. Heureusement qu'il y a des tzadikim, qu'eux, ils voient à Kadosh Baruch Hu, ils ont la possibilité, ils ont cette connexion très forte, et ils nous transmettent à nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça, une des raisons pour laquelle Kadosh Baruch Hu a donné la possibilité aux tzadikim de faire des miracles. Pourquoi? À quoi ça sert de faire des miracles? C'est parce que si nous sommes des juifs simples, et nous vivons tout le temps dans un monde rationnel, à un certain moment, on va se poser la question, mais Aïe, Lokecha, il est où Dieu? Il est où Dieu? Quand j'entends que tel tzaddik, il a fait tel miracle, et il y en a qui l'ont vu de leurs propres yeux, et bien là on se dit, bon, Dieu est là. Lorsqu'on voit un autre tzaddik qui fait une prophétie, et que la prophétie, elle marche, Nekuda, point par point, elle marche. Bon, il n'y a pas d'autre explication. Donc, à nous, ça nous donne un peu plus de... Ok, même si j'avance au radar, même si je suis comme ça, je ne sais pas exactement où je vais, mais bon, le tzaddik qui me dit je vais à droite, bon, je peux lui faire confiance, c'est quelqu'un qui arrive à voir. C'est un phare. Il est tout en haut, il voit. On a qui aujourd'hui depuis qu'il y a plus... Justement, c'est ça l'histoire. On aurait vu. Les 7 qui se sont succédés. Jusqu'à aujourd'hui, pour nous, il fait encore des miracles. Il y en a un en tout cas, mais en réalité il y en a deux, voire trois qui montent tous les ans chez le Rabbi avec le voyage du Bet Rabad.
Parce qu'il dit comme ça, j'ai pas eu d'enfant pendant longtemps. Et une fois, je suis parti chez un rabbi. L'année d'après, pendant 8 ans, j'avais pas d'enfant. L'année d'après, j'ai eu un enfant. Et l'année d'après, il est parti pour remercier. Et pour demander pour une deuxième. Il a eu un. Après l'année numéro 1, le final, il remet tous les enfants pour remercier. Bon, c'est pas mal, c'est un bon deal, mais. En tout cas, non, maintenant, pour nous, le rabbi, il est toujours là. On ne parle pas s'il est là physiquement ou pas physiquement. Le rabbi est là, et quand on va chez lui, ouais, le rabbi répond aux questions, et il peut donner des brachot. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres tzadikim? Évidemment. Bien évidemment, il y en a d'autres tzadikim. Alors nous, on a conscience de ce qu'est le rabbi, donc on est un peu exclusif. Mais bien sûr qu'il y a des tzadikim. Et heureusement, parce que sinon, Akadosh Baruch Hu nous laisse comme ça, il nous laisse comme ça tout seul, on est orphelin. Donc évidemment. Ok, mais on apprendra plus tard que chez nous, les chassidim, les miracles ne sont que la partie produit d'appel de la chassidoute. Ça, on va l'apprendre plus tard. Mais en tout cas, ça c'est le but pourquoi les tzadikim. Alors maintenant, pour terminer avec ce Harizal là, donc il s'est endormi, il s'est réveillé. Ils lui ont demandé, Rabbi, racontez-nous ce que vous avez vu. Il leur a répondu, s'il fallait que je vous raconte ce que j'ai vu, il me faudrait 80 années de parler non-stop. 5 minutes, 80. 80 années de parler non-stop. Donc, Sod Hashem Lireav. C'est quoi le cas de Sod Hashem Lireav? C'est qu'Akadosh Baruch Hu donne ses secrets à ceux qui le craignent. Comment il le voit? Quand tu vois un diamant, moi, c'est possible que je vais prendre le diamant qui n'est pas le vrai diamant. Moi, je vais prendre seulement le seul avec qui on gratte le truc. Mais pourquoi? Parce que je vois rien. Un vrai diamantaire, il va avoir tout de suite. Mais tu vois pas que c'est du faux? Oh là, je l'ai trouvé le plus beau. Mais pourquoi? Parce que justement, comme on n'y voit rien, c'est normal. Après, t'en as qui sont des connaisseurs. Après, t'en as des plus grands connaisseurs. Après, t'en as qui non. On raconte sur un qu'il avait des grandes facultés de voir. Et comment Dieu t'a donné des yeux aussi? Parce que j'ai jamais vu une chose pas cachère de ma vie. Donc j'ai laissé mes yeux automatiquement prêts pour le service de Dieu. Bon, alors Akadosh Baruch Hu peut me laisser voir. Je fais un effort de ne pas voir des choses pas cachères. Donc Akadosh Baruch Hu m'aide à voir que des choses cachères. Plus pratiquement, là, les 7 qui se sont succédés, c'était les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres, mais pas spécialement fils de père en fils. Oui, mais il y a eu des périodes de vide entre. Il y a eu, à une période, il y a eu 10 ans. Alors je crois que c'est après le Tzemar Tzedek. Et il y a eu, avec le Rabbi, il y a eu une période de 1 an. Et qu'est-ce qui fait que là, il devient Rabbi Alors, a priori, c'était, a priori, c'était une désignation. Et alors là, en ce moment. Le Tzemar Tzedek, par exemple, le Admor Zaken, il avait un seul fils qui était le Rabbi Dovber de le Admor Haïm, mais lui, c'était connu. Alors lui, il avait une santé très faible, mais c'était connu que, à part bien évidemment que c'est un tzaddik, etc., c'était connu qu'on disait sur lui que la chassidoute coulait dans ses veines. Pourquoi? Il était d'une nature très faible. Quand on voulait qu'il soit un peu plus en forme, au lieu de donner un médicament, vous savez qu'est-ce qu'il faisait, son père? Bon, je vois que tu es trop faible, trop malade, viens, je te dis un peu de chassidoute. Il dit de la chassidoute, il sentait mieux et... Donc ça, c'était la particularité. Par exemple, le Tzemar Tzedek, il a été désigné directement par le Admor Zaken. Le Admor Zaken, il l'a mis en avant. Il lui a dit, parce que lui, c'est son gendre, le Tzemar Tzedek est le gendre du Admor Haïm. Donc c'est le Admor Zaken qui lui a dit, c'est lui que tu vas prendre pour ta fille. Et au final, la lignée, elle est passée du Rabbi Dovber au Tzemar Tzedek. Et de la même manière, pour le dernier Rabbi Lubavitch. Alors, ce qui est très marrant avec le dernier Rabbi Lubavitch, alors après, de Rabbi Shmuel au Rabbi Shalom Dovber, c'était père-fils, après encore fils, et le Rabbi Menachem Mendel, ce qui est marrant, c'est que le Tzemar Tzedek s'appelle aussi Rabbi Menachem Mendel, et il était marié avec une Chaya Mushka, et il était rabbi par alliance, c'est-à-dire il était rabbi parce que par son beau-père. Ce qui est marrant avec le rabbi, c'est que c'est exactement la même chose. Il était marié avec une Chaya Mushka, et il était rabbi par son beau-père. Le rabbi, il n'a pas désigné de successeur ou... Non. C'est quoi la suite normalement? Alors moi j'ai ma petite théorie dessus.
J'ai vraiment une petite théorie. J'ai deux théories dessus. Un, Mashiach il arrive. Donc il se fait un peu attendre à désirer, mais si Dieu il arrive rapidement. Et après j'ai une autre théorie qui est beaucoup plus dure à accepter, mais c'est pas grave, on va la dire quand même, parce qu'on est là pour ça. Et si vous êtes curieux, ben, vous m'embêterez sur cette théorie. C'est qu'en vérité, quelque part, le rabbi il a tout donné, tout ce qu'on avait besoin de savoir. Entre guillemets, on a besoin d'un rabbi pour qu'il nous donne des nouvelles choses. Et ça, c'est ma petite théorie à moi, copyright. J'invite à tout celui qui est intéressé à me questionner et n'est pas d'accord avec moi, j'invite à me poser des questions. Mais ça, c'est ma petite théorie à moi. C'est qu'au final, tout celui qui va s'investir dans les sikhot du rabbi, dans les mamarim du rabbi, le rabbi, il a traité tous les sujets qui existent au monde dans les grandes notions, dans les grands principes. Il a appris exactement tout à ses chassidim. Son beau-père aussi, il a fait ça, non? De quoi? Traiter tous les sujets. Alors, ça dépend. Ça dépend. Et peut-être chaque génération, chacun il traitait des sujets. Mais tel que le rabbi l'a traité, les enseignements que le rabbi tient dans les sikhot, c'est passé à un niveau extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je ne peux pas, moi, me juger par rapport aux autres, mais c'est passé à un niveau extraordinaire. Il parlait de certains sujets, une alliance avec Malchut, une alliance avec Messirut Nefesh. Il maîtrisait, on le voit dans les sikhot du rabbi, dans les mamarim du rabbi, une maîtrise du Messirut Nefesh, comme si on parlait du Yechidah Ben Nefesh, l'essence, l'ADN de l'âme, comme si on parlait de je ne sais pas quoi. Et à part ça, il a appris au Chassidim beaucoup de principes dans la Vat Israël, l'expansion de tous les Bate Chabad qui sont faits, etc., à travers tous ces inadim-là. Ma petite théorie sur l'idée, c'est que quelqu'un qui a appris vraiment les grands principes du rabbi, quelque part, il n'a rien besoin d'autre. Donc au final, si un autre rabbi va venir, on n'est pas dans une logique, nous, on n'est pas dans une logique, ils font un rabbi parce que, alors, il y a une autre grande différence entre les chassidim Chabad et les chassidim, et on commencera alors la sikha la semaine prochaine parce que sinon on ne va pas y arriver. Il y a une grande différence entre les chassidim Chabad et les autres chassidim non Chabad. Les chassidim Chabad, qui est lié avec d'autres choses qu'on va étudier plus tard. Dans l'ADN Chabad, il y a le besoin de fournir de l'effort, et encore beaucoup d'efforts. Ça fait partie de l'ADN de la Chassidut Chabad. L'ADN. Si tu veux être un chassid mais tu ne fournis pas d'efforts, eh bien, il y a un problème. Et donc, être attaché au rabbi ne nous acquitte pas de certaines tâches, mais être attaché au rabbi nous oblige à des tâches. Et comme c'est ramené dans les livres, on dit comme ça, la différence qu'il y a entre les chassidim Chabad et les chassidim non Chabad et les autres chassidim, c'est les autres chassidim, c'est tzadik be'emunato yichye. Il y a un lien passouk qui dit comme ça, le tzadik, il va vivre par sa emuna, par sa croyance, par sa foi. Alors maintenant, les chassidim disent atikre yichye, il va vivre, et la yechaye, il va faire vivre. Le lien qu'il y a entre les autres rabbis, les autres admours et le chassidim, c'est que toi, tu as foi dans ton rabbi, et le rabbi fait le job pour toi. Toi, tu as foi dans le rabbi te sauve tous les problèmes que tu as. Il y a une explication du fait qu'il n'ait pas eu d'enfant? Pas du tout. Pas à ma connaissance. Peut-être, mais pas à ma connaissance. C'est quoi? J'avais demandé à. C'est quoi? Cette question, c'est vrai qu'on s'est tous posé. Voilà. Il disait que ses enfants, c'est tous les d'Israël. Oui, mais le problème, c'est que tu peux. Le rabbi précédent aussi pouvait dire ça. Parce qu'il ne voulait pas, en fait, de. Parce qu'il n'a pas justement de successeur. Donc c'est pas une raison, c'est une conséquence. C'est une conséquence. La raison, on ne sait pas. Et donc, chez les autres chassidim, c'est tzadik be'emunato yechaye. Tu t'attaches au tzadik, et le tzadik fait le job pour toi. Le tzadik qui t'amène au Gan Eden, le tzadik qui fait ça. Chez les chassidim, c'est tout le contraire. C'est toi qui dois être un acteur. Un exemple très flagrant de cette hypothèse-là, une fois, le Tzemar Tzedek, qui a été connu comme être un grand gaon, un grand génie de la Torah, le Admor Hazaken, une fois, il a appelé son petit-fils, et il était en train d'étudier, mais bon, quand tu es un génie, des fois tu étudies et tu n'as pas besoin de faire d'efforts, de fournir des efforts pour comprendre.
Et qu'est-ce qui se passe? Le Admor Zaken, il lui a dit, alors on n'était pas à l'époque, mais c'est pas grave, on va le dire dans les mots de l'époque, je voudrais t'offrir de la Torah en cadeau. Alors ça veut dire quoi? Style, mais après ça doit être ça le sens, je vais te télécharger gratis de la Torah. Gratis. Comme autant que le Harizal, il a découvert des choses extraordinaires en dormant 5 minutes, toi tu vas aller dormir ce soir, demain tu vas te réveiller avec un level supérieur. Qu'est-ce qu'il a répondu le Tzemar Tzedek? Nine. Quoi nine? Très bien. Il retourne, il n'était pas encore rabbi à l'époque, parce que de toute façon il y avait son grand-père. Vient les autres chassidim lui demandent, Rabbi, pas Rabbi, Mano, dis-moi, on vient pour t'offrir de la Torah, et toi tu refuses? Il a répondu, ça fait plus de 50 ans que mon grand-père et que mon beau-père, ils s'efforcent de dire aux chassidim qu'il faut tout acquérir par de l'effort, et vous voulez que moi j'aille prendre gratis sans effort de la Torah? Jamais. Alors, on dit qu'après il a regretté, parce que tu peux après fournir des efforts après. Mais en tout cas ça c'était sa logique. Donc, pourquoi je suis arrivé à là? Il y avait une question, je suis arrivé à là. Oui, l'effort, mais c'était quoi la source? On avait dit une des grandes différences qu'il y a entre les autres... Ah oui, bon, alors comme peut-être il y a un besoin d'effort, bon, alors en tout cas, il n'y a pas eu de successeur. Ok, d'autres questions? Non, c'était quoi? C'est toi qui avais posé une question? D'autres questions? Alors, en avant-première sur ce qu'on va étudier la semaine prochaine. J'ai une autre théorie, mais... C'est quoi la théorie? Il est théorique, mais il faut savoir. Non. C'est quoi la théorie? J'ai besoin d'être prouvé, donc c'est encore un niveau de théorie. Hein? כתוב En fait, ils n'ont pas peur. אני מסביר לאווירי כי החליטים להגיד מצרפתי. Excusez-moi. איך אמר דוד המלך? בחטא או משהו כזה. בחטא חמת נעימי. כן, משהו כזה. זאת אומרת, כדי ליצור ילדים צריך מחשבה בעניין. אז ידוע היום בזה שזה לוקח 3 חודשים משלב המחשבה עד שלב ה... עוד פעם? ידוע שזה לוקח 3 חודשים משלב המחשבה עד שאפשר שיצא ילד. עד אפשר שמה? עד שאפשר שיצא ילד מהעניין. אוקיי. אז אם הוא היה עסוק כולו בתורה, מתי הוא חשב? אז הוא לא חשב, אז לא יכל להיות. כן, אבל אתה יכול להגיד אותו דבר על כל הרבים האחרים. לא יודע. Hein? אבל לאחרים היה ילדים. Bon, je pense ici. לא באותה מידה? אולי לא באותה מידה? אולי לא באותה מידה, כי מדור לדור יש כמות יותר גדולה של חומר ללמוד. אולי. זאת אומרת שכל הצדיקים האחרים שהיו להם לילדים, זה בגלל שלא היו היה להם פחות דברים ללמוד, פחות דברים. זו תיאוריה צריכה לעיון. לכן אמרתי זה ישר בצרפתית. זה מדי קל מה שאתה עושה. Bon, 2 secondes. Comment on va faire ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait? 2 secondes. Ah. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi ça? Bon, alors on s'arrête là? On s'arrête là, on continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, on attaque la sikha directement. Chazak ou Barou. כל מילה אבן, כל אבן.